Il est 21h moins 1 minute à ma montre. C'est l'heure à Yaou et c'est l'heure partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Deux grosses pertes pour le foot mondial. En effet, après le décès du président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, c'est au tour du célèbre joueur argentin Diego Armando Maradona. Messieurs, nous allons dire un mot concernant ces personnalités. J'ai aimé un mot sur Diego Armando et puis ce grand dirigeant ivoirien Augustin Sidi Diallo. Alors, ce Diego Maradona, il faut simplement retenir qu'il fut un joueur extraordinaire. Il a lié la vitesse, la technique, la finesse. C'est un joueur complet. Imaginez aujourd'hui un Cristiano Ronaldo pour sa puissance. Pour ceux qui ne l'ont pas vu jouer, hein, Cristiano Ronaldo pour sa puissance, Ronaldinho pour sa technique et pour sa finesse, et puis le roi Pelé pour son sens inné du but. C'était le joueur extraordinaire qu'on a tous connu. Eh bien, l'image forte qu'on va retenir, c'est pendant la Coupe du Monde à Mexico en 1986. C'est en pleine guerre des Malouines. Vous savez, l'archipel des îles Malouines qui était occupé par les Anglais. Et pendant ce temps, l'Argentine s'était fait battre pendant cette crise. Et donc Diego Maradona va exprimer sa colère sur le terrain. Il marque d'abord son premier but d'une main. En conférence de presse, il dirait que c'est la main de Dieu. Et puis, il va dribbler les 11 adversaires anglais qui étaient en face de lui pour marquer le but de la victoire. C'était ça, Diego Armando Maradona. Et puis, il y a eu son passage à Naples, une équipe quelconque qu'il prend de la 2e division en première. Il remporte la Coupe UEFA, 2 fois champion d'Italie. C'était Diego Armando Maradona. Oui. Alors, un mot sur le président Sidi Diallo. Mais c'est une très grosse perte. C'est une très grosse perte. Je suis meurtri dans ma chair parce que c'était quelqu'un de très généreux. C'était quelqu'un de très convivial. C'était quelqu'un qui aimait l'homme. Imaginez-vous, moi je perds ma mère en 2015. Je ne l'avais jamais rencontré comme ça. Et puis, un jour en 2015, à 14h, il m'appelle. Je vois, parce que je n'avais pas son numéro, je vois. Allô, c'est Sidi. Quel Sidi? Il dit, c'est le président Sidi. Je dis, ah bon? Il dit, Yakou à toi, je viens d'avoir l'information que tu as perdu ta mère. Yakou à nous. C'était ça, Sidi. Et c'est ce que je retiens de l'homme. On a beau dire, il a ses défauts, il a ses qualités, mais c'était un homme humble. Humble, quelqu'un qui aimait échanger avec les gens. Il y a aussi le fait qu'il a été ce grand dirigeant parce qu'il a toujours voulu être dans l'ombre. Au Stella Côte de la Gamay, où il aurait pu jouer, vous savez, il y a des gens qui ont des qualités. Il aurait certainement voulu être footballeur, il ne l'a pas été. Certainement parce qu'il a choisi des études. Parce que c'est au moment où, à l'époque, les parents ne voulaient pas voir leurs enfants jouer au football. Donc certainement qu'il a choisi les études, mais pas en dehors de ça. Il était toujours dans le milieu du football, jusqu'à ce qu'il décide de sortir de l'ombre en 2011. On a les résultats que les équipes nationales de Côte d'Ivoire, au côté féminin, cadet, junior, senior, tout ça ont glané pour le football ivoirien. C'est une très grande perte. Un mot avec vous, Charles Dago, vous connaissez l'homme, vous retenez beaucoup de choses. Vous êtes toujours très sensible à ce qui se passe en ce moment. Ouais, le président Sidi Diallo était un grand frère chéri pour moi. J'étais très proche de lui, même si on ne se voyait pas très souvent. Il suffisait d'un coup de fil pour que je retrouve mon aîné de tous les instants. Et j'ai eu très mal lorsque j'ai appris son décès. Et donc je retiens voilà, un aîné qui aimait le foot, qui aimait surtout le drapeau ivoirien au travers de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est quelqu'un qui a tellement aimé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'il faisait tout ce qu'il fallait comme un père pour protéger l'équipe nationale afin qu'elle obtienne les résultats. Et voilà, un père, il doit pouvoir encadrer ses enfants jusqu'à ce que les enfants obtiennent les résultats. Et Sidi s'est toujours comporté comme ça du côté de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire jusqu'à ce que ces équipes nationales-là, que ce soit en cadet, en senior, chez les hommes comme chez les femmes, obtiennent de bons résultats. Et pour moi, il restera pas jamais gravé dans ma mémoire comme le plus grand dirigeant de par ses résultats. Maintenant, l'homme, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout taquin, toujours taquin, amusant. Il rit. Même quand il a un petit truc, il va juste te dire « Charles, je ne suis pas content de toi » ou « X, je ne suis pas content de toi » et puis ça passe. Le lendemain, il va te taper à l'épaule et puis il va avancer. C'était vraiment cet homme-là que la Côte d'Ivoire vient de passer, vraiment avec beaucoup de regrets.
J'espère qu'on va trouver d'autres hommes comme ça. J'espère dans le monde du football ivoirien. Et M. Diego? Alors là, lui, c'est pour moi le deuxième plus grand footballeur au monde, après Pelé. Il n'y a rien à dire sur la qualité de l'homme au niveau footballistique. C'était un joueur hors pair avec une jambiste. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait du pied gauche. Et bien, il a rappelé un peu ses exploits, qui sont des exploits légendaires. On n'en a plus à revenir là-dessus. Ben aussi que voilà, un footballeur de haut niveau aussi devait être un exemple. Et force de reconnaître quand même que vers la fin de sa carrière, depuis Naples jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière, jusqu'à ce qu'il meure, aujourd'hui, on peut retenir aussi l'autre facette de l'homme qui utilisait beaucoup la drogue, tout et tout. Je peux aujourd'hui humblement dire que bon, est-ce que c'est pas la drogue qui l'a emporté? Voilà, donc pour le joueur, il n'y avait rien à dire, mais après, pour la société, c'était pas un bon exemple. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit cet exemple-là, que nous, anciens footballeurs, nous devons être pour la société, pour les jeunes et autres. Mais lui, Maradona, au soir de sa vie, n'a pas été un exemple. Et ça, c'est ce que je déplore. Mais sinon, le footballeur, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une merveille. Magoula Diop. Oui, Sébastien, la mort du président Sidi Diallo a été un véritable choc pour moi comme pour tous les sportifs ivoiriens. Vous savez, le président Sidi Diallo, plusieurs fois sur ce plateau. Je rappelle que juste après vous, si on peut avoir Sega Diallo, il va intervenir également pour nous dire quelque chose sur ces deux personnalités. Allez-y. Oui, plusieurs fois sur ce plateau, j'ai eu à reconnaître les mérites du dirigeant qu'il a été, les mérites du président de la Fédération ivoirienne de football qu'il a été, tous les lauriers qu'il a eu à glaner, tout ce qu'il a eu à faire. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai longuement parlé de son vivant. Mais ce dont je veux parler maintenant, ce que je retiens le plus maintenant, c'est l'homme qu'il a été, l'homme que j'ai eu le privilège de fréquenter. Le président Sidi Diallo m'a permis de le tutoyer. Donc ça a permis de briser, comme on appelle, un certain mur de glace qui aurait pu s'installer entre lui et moi. Je l'ai fréquenté. Non, Sébastien, c'est un homme. Il était fort. C'était un homme. Il était fait de chair et d'eau. Il avait ses péchés, il avait ses défauts, il a commis des erreurs, comme nous tous. Mais ce que je peux dire à cet instant-là, c'est que je suis soulagé. Je suis soulagé au regard de tout ce que j'entends maintenant, de tous les témoignages que j'entends après son décès, tout ce qu'on dit sur lui après son décès. Je suis soulagé de n'avoir pas fréquenté un monstre comme on a tenté de me le faire croire de son vivant. Donc aujourd'hui, je suis vraiment soulagé. J'ai eu à fréquenter un homme généreux, un homme de cœur, un homme courtois, un homme bien élevé, un homme ouvert. Et je peux vous le dire, Sébastien, le président Sidi Diallo, la phrase que je retiens le plus de lui, il n'y a pas longtemps, il me l'a dite en septembre. Il m'a dit, Magoula, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'aiment à Abidjan. Je lui ai dit, oh, président. Il dit, non, mais si, je te le dis. J'ai dit, bon, j'ai ri et puis pour pouvoir dédramatiser un peu la situation, mais pour dire que j'ai eu le sentiment qu'il s'est senti incompris et peut-être mal aimé. Je pense que le président Sidi Diallo nous a plus donné que nous ne lui avons donné. Et aujourd'hui, il part, c'est bien que tout le monde reconnaisse l'homme qu'il a été. C'était un homme d'affaires, mais je peux vous assurer, Sébastien, que l'entreprise qu'il dirigeait, son entreprise, c'était un véritable centre social. Et donc, aujourd'hui, ce sont ces qualités humaines-là que je vante, ce sont ces qualités humaines-là que je retiens au moment où il part. Franchement, je perds un grand frère, un aîné. Et monsieur Maradona aussi? Diego Maradona, ce que je peux vous dire à propos de Maradona, moi, je n'ai pas vu jouer Pelé. J'ai vu Pelé à travers des images, mais vraiment le meilleur joueur que j'ai vu jouer, c'est Diego Maradona. Vraiment, il n'a pas d'égal. Depuis que je suis né,
tous les footballeurs que j'ai vu évoluer, c'est le meilleur. Il était un footballeur exceptionnel. Ils ne sont pas nombreux, les footballeurs qui peuvent vous faire gagner un match à leur équipe à eux seuls. Diego Maradona, tout à l'heure, Tchétché Aimé, j'ai failli dire Galéo, Tchétché Aimé a exagéré un peu en disant qu'il a dribblé 10 joueurs. Mais c'était pour dire, montrer le talent de ce joueur-là. Tout jeune déjà, il disait que son rêve, c'était de jouer la Coupe du Monde et de la remporter. Il a réussi à le faire. Et de quelle façon? De façon magistrale. Il a donné une Coupe du Monde. Pratiquement, lui seul a donné une Coupe du Monde à l'Argentine. Je ne sais pas combien de joueurs sont capables de le faire. C'est ce que je retiens de Maradona. C'est dommage, son hygiène de vie l'a rattrapé et il nous quitte à 60 ans, si jeune, pratiquement comme le président Sidi Diallo, qui nous quitte aussi à 61 ans, si jeune. Merci à vous. Messieurs, est-ce que nous avons Sega Diallo? Nous l'avons? Sega Diallo? Bon, je pense que nous n'avons pas encore Sega Diallo et nous allons poursuivre donc cette émission. Un autre coup dur pour le foot africain. En effet, la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA vient d'interdire le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, de toute activité liée au football, activité administrative, sportive et autres, au niveau national et international, pour une durée de 5 ans. D'où le thème de ce numéro de troisième mi-temps, suspension d'Ahmad Ahmad, la FIFA a-t-elle décrédibilisé le foot africain? L'équipe de troisième mi-temps est au complet. C'est vrai que vous avez parlé, mais peut-être que je n'ai pas eu le temps de vous présenter officiellement. Ce que je fais maintenant, Magloire Diop, Dago Charles et puis Tchétché Aimé. Messieurs, bonsoir. Merci d'être là pour discuter donc de ce thème. Et certainement que nous aurons au téléphone M. Sega Diallo. Constant Selemani Omari assure l'intérim. C'est un élément que nous propose Salif Ouattara. L'élément est intitulé « Constant Omari en sapeur-pompier ». Non surpris par la suspension qui planait depuis quelque temps sur Ahmad Ahmad, les responsables des fédérations africaines commencent à émettre de nombreuses questions. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA a-t-elle oublié l'affaire Platini? Le scandale financier éclaboussant toute la gestion Blatter a-t-il été enterré par la FIFA? Pourquoi un si rapide procès dans le cas Ahmad Ahmad? Question légitime ou pas, toujours est-il que le foot africain saurait gratigner de cette affaire. Son plus haut responsable, candidat déclaré à un deuxième mandat, suspendu 5 ans pour avoir violé le code d'éthique de la FIFA. Après une longue audition, Ahmad Ahmad s'est vu notifier automatiquement sa suspension avec 4 chefs d'accusation. Acceptation et distribution de cadeaux, abus de pouvoir, détournement de fonds, manque au devoir de loyauté. Sauf renversement de situation, le Malgache ne pourra pas briguer un deuxième mandat à la tête de la CAF. Ahmad, out du système. Le comité exécutif de la CAF a dû confier de façon intérimaire les rênes de la maison du foot africain au premier vice-président Constant Omari, ce qui fait du patron du foot congolais le nouvel homme fort de la CAF chargé d'organiser les élections de mars 2021 dont le processus a été déjà lancé. Si des proches d'Ahmad l'encouragent à saisir le tribunal arbitral du sport, des observateurs émettent quelques réserves sur une procédure judiciaire qui pourrait s'avérer plus longue, plus coûteuse et pas forcément bénéfique pour le plaignant. L'affaire Tactical Steel et l'audit de la FIFA, dirigé par Fatma Samoura, ont-ils enterré toutes les ambitions d'Ahmad Ahmad? Avec cette suspension, l'enjeu des élections a-t-il changé pour les 4 candidats restants? Comment rebâtir un football africain de lieu de soupçons de corruption? Messieurs de la troisième mi-temps,
La parole est à vous. Alors, monsieur, quelle est votre réaction face à cette sanction de la FIFA? Mais comment vous voyez cette sanction? Bon, on va dire qu'on le disait déjà à Sébastien Onguien dans une précédente émission ici, que M. Hamad traînait beaucoup de casseroles. Sa venue par défaut à la tête de la Confédération africaine de football a fait passer à un moment donné que ceux qui l'ont choisi ceux qui l'ont accompagné pour qu'il soit élu, et à part ça, lui, il avait de grandes ambitions pour le football africain. Il l'a démontré en réorganisant certaines commissions. Mais après, toutes les cloches, toutes les casseroles qu'il traîne, le suivant forcément, il était impossible pour lui d'échapper à une justice de la FIFA. Ça lui pendait carrément au nez. Et donc voilà, il a la sanction qu'il mérite. Même si Sébastien, on va dire que c'est un peu... Je trouve ça un peu bizarre. Parce que le fait même de le suspendre au pas de course avec une sanction immédiatement exécutoire me fait penser à beaucoup de choses. D'abord, il lui interdit d'avoir des témoins lors du jugement. Des informations qui sont censées secrètes ont fuité à travers la presse africaine, la presse européenne, ce qui n'est pas normal. Et puis, voilà, c'est difficile à juger parce que moi, je suis un peu gêné. Et j'ai l'impression que ils ont voulu dégommer ce monsieur. Mais c'est lui qui a prêté le flanc et c'est normal. Alors, on va... Sega Diallo, bonsoir. Bonsoir Sébastien et bonsoir à toute l'équipe de la troisième mi-temps. Voilà, Sega Diallo, nous sommes sur l'affaire Hamad. Comment vous voyez cette sanction de la FIFA? Sébastien, c'est une sanction qui pendait un peu au nez à M. Hamad depuis son interpellation à Paris. On savait que le comité d'éthique travaillait un peu sur les investigations, que ce soit sur ce dossier-là, mais aussi d'autres dossiers qui sont en cours d'instruction. Malheureusement, pour Hamad, ses parrains au niveau de la FIFA n'ont pas goûté à sa décision de ne pas prolonger la présence de Fatma Samoura du côté du Caire. Et donc, il fait un peu les frais de cette décision. Mais dans l'ensemble, c'est la gestion d'Hamad qui questionne et qui le met dans cette situation. S'il avait su, au lendemain de sa victoire face à Ayatou, tenir tête, faire des réformes courageuses, mais aussi être réaliste, il n'aurait pas été dans cette situation. Donc, d'un point de vue global, on peut dire que Gianni Infantino est devant des juridictions pour des faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas sanctionné par le comité d'éthique. Et de l'autre côté, Hamad a quelques affaires en cours et donc il est sanctionné pour ces affaires-là. C'est qui peut porter préjudice, mais ça porte préjudice au football africain, c'est ce qui est dommage. Hamad reste une personne, même si c'est un dirigeant de la CAF, mais l'impact est sur le football africain globalement. Donc en cela, on peut dire qu'il y a un préjudice que le football africain est en train de subir. D'accord, vous restez avec nous. Dago Charles, quelle est votre réaction face à cette sanction? Écoutez, moi je m'y attendais. Moi je m'y attendais, je le souhaitais même d'ailleurs, parce que... Ah bon? Oui, je le souhaitais, parce que depuis son arrivée, il n'y a pas eu grande chose. Il n'y a pas eu grande chose. Il y a eu, sur le terrain, tout ce qui se faisait n'était pas bon du tout. On se souvient des matchs de génération contre Zamalek, la finale de la Ligue des Champions, là, tout dernièrement, les différents reports de compétitions, sa gestion du football féminin. Enfin, il y a un certain nombre de choses vraiment que moi, sur le terrain, je lui reproche, et pour lesquelles, pour moi, il n'a pas bien géré notre football. Maintenant, à côté de cela, sa gestion elle-même, de vouloir déboulonner tout ce qu'il y a à tout. En Afrique, ici, on ne déboulonne pas des baobabs comme ça du jour au lendemain, sans toutefois prendre des mesures qu'il faut. Parce que, voilà, vouloir s'attaquer à tout ce qu'il y a à tout, alors que soi-même, on n'est pas aussi propre depuis Madagascar. Il tenait déjà suffisamment de casseroles.
voilà, les choses te rattrapent. Et puis généralement, c'est une leçon de la vie. Quand quelqu'un t'a aidé à devenir président, tu ne changes pas du jour au lendemain à vouloir l'affronter. Alors du coup, tu vas te rendre compte que ce même gars peut te dégommer le lendemain. Et donc, c'est ce qu'il subit aujourd'hui. Donc pour moi, c'est bien. C'est bien qu'Ahmad Ahmad soit parti. Et vivement qu'on nous trouve un dirigeant. Parce que même au Mali et autres, c'est la même clique. Ils sont là depuis fort longtemps. Si aujourd'hui on enlève Ahmad Ahmad, pour moi, c'est tout le comité exécutif de Ahmad Ahmad qui doit être sanctionné. Et nous trouver en mars prochain des nouveaux dirigeants qui pourront apporter un souffle nouveau au football africain. Magoula Diop. Oui, Sébastien, il faut dire que M. Ahmad a été sanctionné suite à une décision qui a été rendue par la Chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Et on lui a reproché 4 choses conformément à, comment on appelle, au code d'éthique de la FIFA. Alors, ces chefs d'accusation-là, la première chose qu'on lui a reproché, acceptation et distribution de cadeaux. Deuxième chose, abus de pouvoir. Troisième chose, détournement de fonds. Et quatrième chose, manque au devoir de loyauté. Tout ça, ce sont des articles du code d'éthique de la FIFA auxquels sont soumis les officiels, les joueurs, les organisateurs de matchs ou encore les intermédiaires de joueurs. Donc c'est ce code d'éthique-là qui a frappé le président Ahmad, ou du moins c'est sur la base de ce code d'éthique qu'il a été sanctionné. Donc ce n'est pas parce qu'il s'appelle Ahmad ou que les gens avaient quelque chose contre lui que cette sanction est tombée. Il y a eu des pièces à conviction, ça a été une instruction, il a été entendu et c'est suite à cela que le jugement, c'est un jugement, donc c'est suite à cela que le jugement a été rendu. Alors Sébastien, moi, je ne dirais pas qu'il y a eu une conspiration pour sanctionner le président de la Confédération africaine de football. Certains vont jusqu'à parler de racisme. Moi, je ne parlerai pas du tout de racisme. Avant que le président Ahmad ne soit sanctionné, ce n'est pas la première fois que la FIFA sanctionne un président de confédération. On a les exemples de Michel Platini, alors qu'il était président de l'UEFA, la Confédération européenne. On a également l'exemple de Jack Warner, qui était président de la Confédération d'Amérique centrale et des Caraïbes. On a aussi l'exemple de Mohamed Bin Haman, le Qatarien, qui était président de la Confédération asiatique. Toutes ces personnes-là étaient en fonction quand elles ont été sanctionnées par la même commission d'éthique de la FIFA. Ahmad, encore lui, il a beaucoup de chance de prendre 5 ans. Les autres ont été carrément radiés. Donc, vous voyez que pour moi, ce n'est pas un complot. Il y a même eu des présidents de fédérations, les Ricardo Teixeira, brésilien, qui était le Jean de Joao Avalanche. Toutes ces personnes, lui aussi, et il a été frappé par la commission d'éthique de la FIFA, Sébastien. Donc, pour moi, ce n'est pas un complot. Mais je peux dire, cependant, que le président Ahmad a prêté le flanc. Il a prêté le flanc. Charles a brossé le sujet tout à l'heure. Il a prêté le flanc en se mettant à dos la FIFA. Le président de la FIFA, Gianni Infantino. Et puis, s'est mis à dos aussi les partenaires qui étaient là, les partenaires de la CAF, du temps du président Ayatou. Il est venu rompre des contrats. Quand on parle d'abus de pouvoir, ils ont évoqué l'affaire Tactical Steel, où le président Ahmad s'est détourné d'un contrat que la CAF avait avec un équipementier au profit d'un autre équipementier avec qui il avait des accointances. Donc, vous voyez, Sébastien, il s'est mis à dos ces gens-là. Et n'oubliez pas aussi que la FIFA a géré sa maison pendant 6 mois. Donc, c'est clair que pour la FIFA, faire sortir les squelettes qui étaient dans les placards, c'était facile. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, pour moi, ce n'est pas un complot, mais j'ai plus le sentiment que c'est une punition. D'accord. Sega Diallo, vous êtes avec nous? Sébastien. Alors, Sega Diallo, vous avez souligné un élément tout à l'heure dans votre intervention. Vous avez parlé de
du foot africain qui, dans l'ensemble, subit, sinon va subir cette sanction. Pourquoi vous avez utilisé cette phrase? Oui, la sanction contre le président de l'institution fêtière et les points qui sont cités par cette décision jettent un opprobre sur la CAF et une institution comme la CAF qui a besoin de ressources et de moins en termes de sponsoring, de partenariat pour continuer à développer ces compétitions. Donc c'est en cela, c'est un coup dur. On sort de 3 années où il y a eu beaucoup d'approximations, des choses qui ont été tentées, qui ont réussi, mais beaucoup de choses qui ont été ratées par l'équipe d'Amad. Et pour terminer, sur la fin de ces 4 ans, il est sanctionné parce qu'il a fauté, il est impliqué dans des choses en termes d'image et en termes marketing qui vont sûrement décourager ou réduire l'assiette sur laquelle le football africain pouvait espérer avoir des revenus. Donc oui, c'est en cela, mais aussi en termes de crédibilité, on doit se poser la question quel type de dirigeant il nous faut. On a dit que Hayatou était dépassé et qu'il gérait cette institution d'une manière un peu aristocratique, mais voilà. Donc aujourd'hui, on a la relève qui tombe dans ce panneau-là. Donc on peut se poser des questions sur l'impact économique de cette décision, mais aussi qu'est-ce que l'avenir réserve au football africain. On est dans une pandémie de Covid qui impacte déjà la CAF et ses compétitions. Comment elle va se relever de cette sanction-là et de l'après-Amad? Comment les acteurs vont pouvoir se poser les bonnes questions pour nous sortir une équipe compétitive, mais qui ne soit pas aussi une équipe qui dépende intégralement de la FIFA, puisque c'est aussi un des enjeux de ce problème. Voilà. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que cette décision ne découle pas un peu de cette affaire de 4 ans, la CAN qui doit passer chaque 4 ans et qui n'a peut-être pas été bien gérée par Amad? C'est fort possible, hein, c'est fort possible, parce que Infantino a été écorché lors de ce symposium-là. Lorsqu'il a proposé cela, une certaine partie de l'Afrique s'en est offusquée. Mais c'est surtout le fait que l'équipe d'Amad n'ait pas renouvelé le contrat de Fatma Samoura. Après les 6 mois, ils ont décidé de rompre le contrat. Et là, à la baguette, ça aussi, il faut souligner, ça met le taux. Et certains anciens footballeurs, ils sont pour quelque chose, ceux qui n'ont pas voulu cette ingérence de la FIFA. Alors qu'on oublie que c'est une réalité en Afrique. Ici, tout ce que nous faisons, c'est généralement financé par l'Europe. Amad, le football africain ne rapporte pas grand chose aujourd'hui. C'est ce qu'Infantino avait proposé. Lorsqu'on organise des Coupes d'Afrique, ce sont les nations elles-mêmes qui financent tout, et non la CAF. Et donc, pour moi, cette proposition pourrait être salutaire. Mais c'est surtout le fait que Amad sollicite la FIFA. Et n'oublions pas aussi qu'il est vice-président de la FIFA. Hein? Oui. Il est vice-président de la FIFA. Donc, il n'est pas seulement suspendu. Il a cru bien faire. Il n'est pas seulement suspendu pour la CAF. Hein? Même son poste de la FIFA aussi, il en a aussi suspendu. Donc, pour moi, Infantino a cru bien faire parce que c'était son poulet. Il a fait élire. Il a pensé qu'ils étaient en symbiose. Et que voilà les choses voilà comment on t'accompagnait dans la gestion, dans le développement du football africain. Le pouvoir a fait changer. Mais certainement, le pouvoir a fait changer Amad et il a commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi faire partie des dirigeants, des présidents des fédérations à la Mecque? Pourquoi? Aux frais de la fêtière, pourquoi? C'est des erreurs de débutants, à mon sens. Quelqu'un qui a été ministre, plusieurs fois ministre chez lui, qui a été président de la fédération malgache, va payer les billets d'avion des présidents de fédération pour aller à la Mecque, faire des cadeaux ça et là, dans l'argent de la... Attendez, il ne pouvait pas diriger la CAF. Et donc, même si d'aucuns pourraient penser que c'est un complot, oui, mais il a mérité, il a commis beaucoup d'erreurs. Et donc, les choses s'abattent sur lui, c'est tout à fait normal. Voilà, qu'il puisse dégager. Alors Tchitché, est-ce qu'on peut dire que c'est fini pour Amad en ce qui concerne la CAF?
Bon, il a le droit, à l'heure actuelle, de saisir le TAS. Je crois qu'il a fait Magoula Diop. Oui. Bon, Voilà. donc on attendra déjà le verdict du TAS, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça sera très long. Concernant le passé de l'homme, Charles le rappelait, on l'avait déjà dit, pendant qu'il était ministre dans son pays, il a été accusé d'avoir détourné de l'argent. Président de la Fédération malgache de football, il a été accusé d'avoir de l'argent. Et malgré tout cela, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association, l'a soutenu. Il savait déjà quel genre d'homme est ce monsieur. Mais il l'a soutenu. Ça veut dire quoi? C'était pour le manipuler. Et durant tout le mandat, tous les 3 ans que Ahmad a fait, il n'a fait que regarder du côté de la FIFA pour chercher, pour prendre les décisions auprès de Gianni Infantino et consorts. C'est ça. Et donc, après avoir revisité tout cela, ils se rendent compte que c'est le mauvais pion choisi. Il faut aujourd'hui faire volte-face pour choisir quelqu'un d'autre, certainement. Mais cela prendra aux dirigeants africains qui doivent être forts, s'unir pour pouvoir choisir quelqu'un qui peut continuer, qui peut conduire les destinées de notre football, sans forcément être téléguidé à distance. Et je crois en la capacité de nos dirigeants. Ils sont capables de le faire. Pourquoi se laissent-ils manipuler autant? Voilà la grave interrogation. Aujourd'hui, on a des problèmes qui sont visibles. Aucune organisation. La finale de la Champions League, alors que la France, l'Europe entament une seconde phase de Champions League et de Coupe UEFA, on va maintenant jouer la finale de la Champions League. C'est assez gros comme caractère de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il ne dirige rien. Et c'est ça. Aujourd'hui, on le jette. Mais moi, c'est le timing. C'est le timing qui me gêne un peu dans la sanction qui lui est imposée. À peine annonce-t-il sa candidature qu'on lui brandit une sanction d'interdiction de 5 ans. Voilà le problème, à mon avis, à mon niveau. Les dates sont considérées, c'est tout. Alors que Sébastien Ounier, il y a des affaires latentes du côté de Gianni Infantino lui-même. Oui, mais pour le moment, c'est lui qui pas ça seulement. Il y a même encore des affaires pendantes encore qui le concernent. Ahmad, il y a encore cette histoire d'abus sexuels. Voilà, qui l'attend encore d'ici. Voilà. Et donc, harcèlement ou d'abus sexuels? Harcèlement. Abus sexuel, harcèlement, non, tout et tout. C'est pas le même. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, donc toujours est-il que il n'est pas, je veux dire, il n'est pas crédible. Ouais. Il n'est pas crédible. On a eu un très mauvais dirigeant. Et c'est pour ça que je dis tantôt, il ne faut pas qu'on s'en prenne au niveau de l'Afrique à Ahmad seulement. Même à Augustin Senghor, qui est membre du comité exécutif, qui dit qu'il est candidat. Omari aussi, qui a travaillé avec Issa Yatou, aujourd'hui qui est intérimaire. Tous ceux restés au comité exécutif, ils ont tous bénéficié de ces largesses-là dont on parle. Donc pour moi, c'est tout ce monde-là même qui devrait être pratiquement qui devrait être dégagé. D'accord. Sega Diallo. Oui, Sébastien. Alors, Sega, est-ce que vous pensez que la sanction aujourd'hui contre Ahmad et puis un recours au TAS, est-ce qu'il y a possibilité qu'il s'en sorte au niveau du TAS? Je ne veux pas présager de la décision de la Chambre arbitrale, mais je voudrais revenir rapidement sur les propos d'Ago Charles sur le fait que Augustin Senghor ou Ahmad Yahya étaient membres du comité exécutif sous Ahmad. On sait l'organisation du comité exécutif de la CAF. Les décisions, c'est vrai, ont été dans l'ensemble collégial, mais très souvent sous Ahmad, c'est le comité d'urgence qui a piloté les décisions importantes. Le fait que Ahmad soit arrivé avec l'onction de l'équipe de la FIFA l'a peut-être un peu omnibulé et poussé à faire prendre certains actes qui l'ont desservi, mais in fine, chacun des acteurs ou des membres du comité exécutif est comptable de ses propres faits. C'est-à-dire que si les autres avaient fait des erreurs comme
Moussa Diliti a été déjà sanctionné ou d'autres personnes au sein du COMEX, ils auraient été sanctionnés. Je ne pense pas qu'il faille faire le procès de tous les membres du comité exécutif parce qu'un d'entre eux a été sanctionné ou deux d'entre eux ont été sanctionnés. Au passage, ils sont candidats. On va juger de leur projet et de ce qu'ils peuvent apporter au football africain, puisque on ne peut pas reprocher à Ahmad d'avoir fait table rase du passé, d'avoir déboulonné tout ce que Hayatou a fait et vouloir condamner ceux qui ont travaillé avec Ahmad aujourd'hui pour l'avenir. Donc soyons prudents, mais il faut clairement dire que c'est un coup qu'il faut savoir gérer en regardant plus les projets, en voyant ce que les candidats vont proposer par rapport à la relation CAF-FIFA, puisque c'est vrai que c'est l'institution qui pilote le football au niveau mondial, mais il faut que la CAF soit capable et apte de porter des projets qui soient en harmonie avec ces réalités et de les développer et d'être surtout rigoureux dans la gestion des ressources qui sont les leurs. Magoula Diop, est-ce que ça signifie que, à partir de maintenant... La campagne a commencé. Quand vous êtes élu à la Confédération africaine de football, il va falloir faire très attention? Oui, il faut faire attention. Il y a un code d'éthique qui est là. Avant d'être élu, quand vous déposez votre candidature, vous êtes soumis à un contrôle, justement, de la commission de gouvernance. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez à ce poste-là, vous devez fonctionner conformément au texte. Je pense que le président Ahmad, il s'est laissé griser par sa victoire sur le président Yatou et, disons, le pouvoir qu'il venait d'avoir au niveau de la Confédération africaine de football. Il a voulu changer les choses, mais on s'est rendu compte qu'il était encore dans les anciennes façons de fonctionner, pratique de la Confédération africaine de football. Disons que dans sa manière de gérer, il n'a pas vraiment changé grand-chose. C'est ce qui il a mal procédé au toilettage. Au lieu de faire un toilettage de test, ça a été un toilettage peut-être de la maison, y compris les hommes. Non, je ne parle pas des réformes ou bien des décisions que le comité exécutif a eu à prendre. Mais lui, dans ses prérogatives de président de la Confédération, prend sur lui de rompre des contrats de façon unilatérale, de choisir des partenaires sur des décisions unilatérales. Bon, tout ça, c'est un peu abusé. Est-ce qu'il n'a pas été induit en erreur? Il n'a pas été induit en erreur. Je pense que c'était sa manière d'être. Voilà, il a fait ce que sa nature lui a demandé de faire. Et il faut qu'il assume. Est-ce que c'est de façon consciente? Consciente, peut-être c'est un peu trop dit. Mais est-ce qu'en faisant appel à la FIFA pour, je crois, auditer un peu les comptes de la Confédération, le milieu même de la Confédération africaine de football, il n'était pas lui-même en train déjà d'exposer les failles de cette institution? Non, il en était conscient, mais est-ce qu'il avait le choix? Nous avons eu le débat sur ce plateau, Sébastien, vous vous en souvenez. Est-ce qu'il avait le choix? Si à ce moment-là, au sortir de la CAN 2019, si le président Ahmad n'avait pas, comment on appelle, cédé un peu à la pression du président Infantino, cette décision de la Chambre de jugement-là, on l'aurait eu peut-être depuis 1 an. Donc, je me dis qu'il n'avait pas le choix. Le problème, c'est que c'était trop tard pour lui, à mon avis. C'était trop tard pour lui. Et aujourd'hui, à moins qu'il ne soit totalement blanchi par le tribunal arbitral du sport, je pense que c'est terminé pour Ahmad, le football. C'est terminé. Et même s'il était blanchi, je pense que ça va le fragiliser quand même dans l'optique de cette élection à la Confédération africaine de football. Il faut noter que les textes disent qu'un recours devant le tribunal arbitral du sport n'est pas suspensif. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il fait appel au TAS
que la sanction s'arrête. Non, au contraire, la sanction a cours. Et donc, il faut espérer pour le président Hamad que le TAS rende son jugement avant janvier 2021, où la CAF va donner définitivement comment on appelle, la liste des candidats. Non, mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit des présidents des fédérations d'Afrique, c'est de tourner la page Hamad. D'accord. Alors, monsieur, il y a monsieur Constant Omari qui est intérimaire, mais maintenant, ça va être avec quel pouvoir? Bon, écoutez, est-ce que ce sont les mêmes pouvoirs de Hamad Hamad? Quand on est sur l'intérim d'un président, on a les pouvoirs. Il a les pouvoirs de décision. C'est un homme du sérail. Il a été nommé à la tête président, je crois, de la commission Task Force, la commission qui lutte contre, contre le racisme dans le pays, au niveau de la FIFA. Il est membre du conseil de la FIFA. Il est président de la Fédération congolaise de football depuis quoi? Il a son 4e mandat. Depuis 2003, il a son 4e mandat. Donc c'est quelqu'un qui connaît un peu comment les décisions se prennent là-bas au niveau de la CAF. Maintenant, est-ce qu'il aura le coup de franche? Lui-même étant candidat, sous le regard de Gianni Infantino qui sera prêt à sévir s'il n'est pas dans ses bonnes grâces, et c'est ça que je trouve dommage, s'il n'est pas dans les grâces de Gianni Infantino, forcément, on va lui mettre les bâtons dans les roues. Mais je pense que pour l'expérience qu'il a de la gestion, le temps qu'il a passé au niveau de la Confédération africaine de football, depuis Issa Hayatou jusqu'à aujourd'hui, il a une certaine expérience. Donc cela lui donne la possibilité, il a la légitimité de diriger cette confédération. Sébastien, il faut... Dago Charles, on va écouter Dago. Oui, écoutez, il est intérimaire. Un intérimaire ne fait rien d'extraordinaire. La campagne, je dirais, pratiquement est ouverte. Les élections auront lieu en mars prochain. Donc certainement que son rôle serait seulement de gérer cette élection et puis peut-être organiser la finale de la Ligue des Champions. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Aider cette commission électorale à éplucher un peu les candidatures en janvier prochain. Et puis voilà, en mars prochain, après les élections, on verra. Voilà, mais pour moi, c'est toujours les mêmes. Ce sont les mêmes, on prend, on recommence. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec Omari. Magoula Diop? Oui, non, Sébastien, je voulais dire... Il dit rien de nouveau, hein? Avec Omari? Non, oui, donc disons... Oui, c'est le même comité exécutif. Quand Issa Hayatou est parti, Omari est le même Omari, il était là. Oui, disons que le président Constant Omari, il a un problème les Ivoiriens parce qu'il nous a souvent battus dans les élections à la CAF. Bon, disons que... il a les pleins pouvoirs en tant que président intérimaire de la Confédération africaine de football. J'ai un peu regardé les textes de la CAF. Il est le représentant légal, même en tant qu'intérimaire, il est le représentant légal de la CAF. Il va de fait occuper le poste de vice-président à la FIFA qui est réservé à l'Afrique. Il va présider les séances de l'Assemblée générale. Il y a une assemblée générale de la CAF qui aura lieu le 11 décembre. Elle devait avoir lieu à Addis Abeba, mais je pense qu'il y a un communiqué de la CAF qui est sorti, je pense, aujourd'hui, qui dit que cette assemblée générale aura lieu par visioconférence, donc en raison de la pandémie de Covid. Et donc le président intérimaire, le président Omari, il va présider également les séances de travail du comité exécutif, du comité d'urgence. Ça, il a déjà commencé même. Et aussi, il doit veiller à ce que les décisions de l'Assemblée générale et du comité exécutif soient mises en œuvre. Et puis, ce qui est bien dans la fonction, en tant que président intérimaire, il aura droit à un traitement mensuel de $40 000, soit 20 millions de francs CFA, à une prime et puis à divers autres avantages. Donc, disons que nous avons un nouveau président de la CAF jusqu'à nouvel ordre pour 4 mois. Jusqu'à mars prochain. C'est Gadiello. Oui, Sébastien. Alors, Constant Omari, quels vont être, selon toi, les pouvoirs qui vont entourer cet homme aujourd'hui? Il a le pouvoir du président de la CAF, puisque les textes lui confèrent
cette autorité. Il a la finale à organiser, mais le CHAN, et après les élections. Donc il va faire fonctionner cette institution pleinement pendant 4 mois, et c'est pas peu quand on sait tout ce qu'il y a à mettre en œuvre, les compétitions à organiser. C'est véritablement l'homme orchestre, celui qui va être épié. Il va devoir faire attention à ne pas se faire prendre par les textes du comité d'éthique de la FIFA. Il va devoir composer avec les équipes de la FIFA pour l'organisation. Et j'espère simplement qu'il n'essayera pas d'interférer ou d'imposer ou de faire campagne pour un candidat, puisqu'on sait que malheureusement c'est une pratique très courante dans le milieu du football africain. Maintenant, il a le défaut d'avoir appartenu à ce comité exécutif depuis une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, et ça ne lui permet pas d'avoir un bon crédit, mais on va le juger à la tâche. Moi, je pense que on peut espérer qu'il nous surprenne positivement en organisant les choses qui lui sont l'agenda qu'il a sous la main jusqu'au mois de mars de façon remarquable, au moins pour que sa sortie se fasse de la meilleure des manières. Voilà, merci beaucoup à vous, Sega, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, et puis bien de choses à toute la famille, à nos frères de la Guinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée, bonne émission. Merci. Alors, Dagocha, est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à Madame Ahmad, Omari connaît mieux ce milieu? Par rapport à Ahmad Ahmad, oui, je crois qu'il est là bien avant Ahmad Ahmad. Hein. Je pense il est là il y a longtemps. Il est là il y a quand même plus d'une vingtaine d'années. Donc oui, il connaît bien la maison CAF que Ahmad Ahmad. Donc il a été de tous les combats. Hein. Il a d'abord travaillé avec Issa Hayatou, il travaille avec Ahmad Ahmad. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux avec Omari. Maintenant, est-ce qu'il va continuer de faire... Est-ce qu'il va faire les mêmes choses que ce qu'on reprochait à Issa Hayatou vers la fin de son mandat, ou alors ce qu'Ahmad Ahmad faisait aussi il a fait durant ces 4 ans, ou bien va-t-il se démarquer? Bon, on verra ce que ça va donner sur les 4 mois. Mais moi, je ne pense pas qu'il puisse changer grand-chose. De toute façon, il n'a pas... C'est vrai qu'il a les pleins pouvoirs, mais il n'a pas véritablement toutes les cartes en main aujourd'hui. Quand on regarde l'environnement qui prévaut au niveau de la CAF, toutes ces suspicions, je pense qu'il ne va pas faire grand-chose. Il va seulement gérer les affaires courantes jusqu'aux élections. Et puis, bon, espérer pourquoi pas être dans le prochain comité exécutif, parce que Omari, lui aussi, n'oublions pas que dans son pays, il a été plusieurs fois aussi écorché par ces histoires de corruption aussi. Hein. Voilà, donc il n'est pas aussi tout à fait blanc comme ça. Donc moi, je n'espère pas grand-chose d'Omari. Alors, messieurs, c'est vrai que ça va être un autre débat, mais aujourd'hui, on peut ouvrir cette page en disant qu'on aura des élections assez chaudes. Assez chaude, je ne sais pas, parce que d'abord, on attend la liste définitive, mais c'est dans Vous pensez qu'on va éliminer certains candidats? Je ne sais pas, parce qu'avec la FIFA, qui va procéder à un autre toilettage. À un contrôle par sa commission de gouvernance, ça tout peut arriver. Mais ce que je peux dire, c'est que je trouve quand même que ça fait un peu désordre que 2 membres même du comité exécutif d'Ahmad ne lui ont pas été solidaires. Parce que Ahmad disait quoi? Sur les 54 fédérations, il y a 46 qui me soutiennent. C'est pourquoi je me présente de nouveau. Et il s'est trouvé après que 2 membres de ce comité exécutif-là, le président de la fédération sénégalaise, Maître Augustin Senghor, et le président de la fédération mauritanienne, M. Ahmed Yahya, déposent leur candidature en même temps que le président Ahmad. On me dirait que c'était de façon préventive, mais pour moi, ça fait un peu de désordre. Et je pense que dans l'optique de ces élections-là,
cet aspect-là, la sanction d'Ahmad, qui pour moi est aussi une sanction de ce comité exécutif-là, nonobstant ce que mon confrère Sega Diallo a dit, je pense que c'est aussi une sanction de ce comité exécutif-là. Ça devrait jouer dans cette élection. Et je pense que dans cette élection-là, notre compatriote Jacques Anouma et le Sud-Africain Patrice Motsepe, à mon avis, aujourd'hui, ils partent face à la sanction du président Ahmad, ils ont un peu une longueur d'avance. D'accord. Allez-y, votre réaction sur des élections peut-être assez ouvertes? Oui, il y aura certainement une élection ouverte, mais comme dit Magoula, il faut attendre le résultat de la commission électorale indépendante de la CAF avant de se prononcer par rapport à ceux qui seront retenus. Si ce sont les 4 candidats qui sont retenus, eh bien on verra 5 candidats, non? Bon, disons, plus Ahmad, ça fait 5. Voilà. Mais sans Ahmad, ça fait 4. Sans Ahmad, ça fait 4. Donc, avec les 4 candidats, on sait déjà que Ahmed Yahya, le dauphin d'Ahmad, normalement, il est aussi dans les bonnes grâces de Gianni Infantino. C'est vrai qu'il fait un travail j'allais dire, un excellent travail avec la Mauritanie. Avec lui, on a vu pour la première fois la Mauritanie dans les grandes compétitions africaines. Et donc, il a de très bons projets pour le football certainement africain. Mais par rapport à un garçon, à un monsieur comme Jacques Anouma, je pense qu'il devait partir un peu perdant parce que Jacques, ce dont j'ai peur pour Jacques au niveau de l'Afrique, c'est la dispersion des voix. Si les voix du Sénégalais Auguste Senghor... De Loufoua, la voix de Loufoua. Voilà, c'est mon inquiétude. N'était pas aussi divisé. Voilà, mais connaissant le sens de management de Jacques Anouma, je pense qu'il devrait être l'un des favoris désormais. D'accord. Oui, oui, moi je pense que les élections seront ouvertes, seront très ouvertes même. Entre Jacques, pour moi, et puis Patrice Motsepe, parce que pour moi, que ce soit Yaya ou Augustin, pour moi, ils devaient être forclos. On devait les mettre sur la même ligne que Ahmad. D'accord. Sébastien, c'est quelque chose qui fait aussi, qui plaide en faveur de Jacques Anouma, c'est que lui, il ne fera qu'un seul mandat. Ça pourrait plaider en sa faveur. D'accord. Alors pendant qu'on peut prêter aux autres, d'accord. Merci à vous, messieurs. On va laisser les conclusions pour la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et puis, on souhaite beaucoup de chance à tous ceux qui aujourd'hui sont en train de chercher à être candidats à la Confédération africaine de football. Pourquoi pas être président de cette confédération? Je pense, et c'est possible que ce poste revienne à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. C'est ici qu'on va s'arrêter. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.